Bonjour, bienvenue sur France 3 Limousin et France3.fr. Nous sommes en direct de Tulle pour une après-midi exceptionnelle avec les vœux du président de la République aux Corésiens. C'est dorénavant devenu une tradition, vous le savez, chaque année à la même époque, vers le 17, 18, 19 janvier, eh bien nous vous retransmettons ces vœux du chef de l'État aux Corésiens qui cette année ont été appelés les vœux au territoire. Et nous expliquerons tout à l'heure avec Christian Moulinard qui m'accompagnera pour cet après-midi, nous expliquerons pourquoi ces vœux sont passés des vœux aux Corésiens aux vœux au territoire. Mais sur place tout de suite, sans plus attendre, nous retrouvons Mathilde Brazeau. Mathilde, est-ce que nous sommes dans les temps? Est-ce qu'à 15h30, le président sera bien là pour ces traditionnels vœux? Écoutez Xavier, oui, le timing devrait être respecté. Pour l'instant, François Hollande n'est pas encore arrivé du Conseil général où il a remis la Légion d'honneur au président du CG, Gérard Bonnet, et où il a pu déjeuner à l'abri des caméras avec les principaux élus socialistes. Alors ici, salle de l'Oslo, la salle est comble. C'est désormais plus d'1 millier de personnes qui attendent le président de la République. Il y a des représentants d'associations, il y a des chefs d'entreprise, des sympathisants et puis bien sûr des élus. Vous les voyez pour la plupart derrière moi. Il y a les deux sénateurs UMP tout récemment élus, monsieur Nougin et monsieur Chassin. Il y a les députés PS, Sophie Dessus et Philippe Noche. Et pour pouvoir entrer, eh bien, il fallait avoir reçu une des 1700 invitations qui ont été lancées et prendre son mal en patience pour pouvoir passer le portique de sécurité. Une sécurité bien réelle et renforcée, même si elle est restée pour l'instant très discrète. Alors voilà, ici, tout le monde attend d'ici un instant. On parlait de 15h25, l'arrivée de François Hollande pour un discours d'environ 30-40 minutes, donc pour ses vœux au territoire, ses vœux aux Corésiens. Un discours qui devrait s'articuler autour de 3 grands thèmes: l'unité nationale, la réforme territoriale, et puis le président devrait également évoquer la LGV et la ligne POLT. Parfait. Merci beaucoup Mathilde. Nous aurons bien entendu l'occasion de vous retrouver juste après l'intervention du chef de l'État pour débriefer bien entendu sur les principales annonces du président de la République qui en règle générale à chaque fois nous en fait quelques-unes de ces annonces. Et c'était aussi une tradition, souvenez-vous, à l'époque de Jacques Chirac, car pendant 12 ans, eh bien, le président Chirac lui aussi présentait ses vœux aux Corésiens, une tradition républicaine, on peut dire cela comme ça, Christian ? Oui, c'est une tradition à la fois républicaine et, si j'ose dire, corésienne. Et à partir du moment où le chef de l'État veut mettre en évidence son enracinement local, eh bien, on considère qu'il est intéressant qu'il vienne présenter ses vœux dans le département dont il était à l'origine l'élu. Alors peut-être peut-on voir les images de la salle de l'Oslo à Tulle, une salle qui a été inaugurée il y a 3 ans maintenant. C'est une salle de spectacle, Mathilde le disait, 1700 invitations d'envoyés, 1200, 1250, 1300 invités triés sur le volet pour assister à ces vœux. Vous le verrez hein, d'ailleurs, c'est assez simple, il n'y a que 2 axes de caméra pour ces vœux du président Hollande. Cette caméra-ci qui est la caméra de France 3 Limousin et qui a été autorisée à titre tout à fait exceptionnel à pouvoir filmer cette salle, et puis la caméra sur laquelle s'exprimera le président de la République. Celle-ci, elle est vissée, elle ne peut pas bouger, elle est face au pupitre. Vous le voyez sur l'estrade, eh bien, il y a bien entendu les personnalités régionales, les personnalités locales, départementales. On voit les sénateurs, l'ancien président de la région, le nouveau président de la région, les 2 sénateurs, les députés, également le maire de Tulle, et puis juste à côté, donc Gérard Bonnet, président du département. C'est lui, vous le savez, qui a succédé au président François Hollande, et donc il a été décoré tout à l'heure de l'ordre national, de la Légion d'honneur, pardon, par le chef de l'État. Mais c'était une manifestation privée, alors que dans la matinée, en fin de matinée, sur les coups de 11h environ, le chef de l'État a remis une bonne dizaine de Légions d'honneur, mais c'était en préfecture. Peut-être d'ailleurs peut-on voir quelques images. Parmi les personnalités qui ont été décorées, eh bien, il y a Raymond Frugier, le maire de Oradour-sur-Glane, Raymond Frugier qui avait reçu le président de la République et
le président Gauck dans sa ville d'Oradour-sur-Glane pour marquer, bien entendu, le drame du 10 juin 1944. Il y a également, vous le voyez sur ces images, Marc Boisseuil, qui a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est écrivain et il habite son château de Ségur-le-Château. Et puis, jusqu'à côté de lui, Jean-Claude Boitvézy, qui lui aussi a été fait chevalier de la Légion d'honneur et qui est délégué régional à la Fondation du patrimoine. Il est 15h29, vous le savez, normalement, avec les voyages officiels avec l'Élysée. On ne rigole pas sur la pendule. Normalement, à 15h30, le chef de l'État devrait faire son entrée, salle de l'Oslo. D'ailleurs, peut-être peut-on revoir la salle pour que nous puissions voir le chef de l'État entrer dans cette salle. Voilà, on est en train de voir ces officiers de sécurité. Il arrive. Qui l'accompagnent. Oui, Mathilde, on l'a bien entendu. Ces officiers de sécurité l'ont accompagné. Le chef de l'État salue discrètement donc la salle et se présente au pupitre pour présenter ses vœux aux Corésiens. Je vous propose sans plus attendre de l'écouter. Nous nous retrouvons dans environ une demi-heure. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil général, Mesdames, Messieurs les parlementaires et élus, Monsieur le maire de Tulle, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs qui représentez les forces vives de ce département de la Corrèze, je venais vous présenter mes vœux, comme je le fais chaque année, mais les circonstances font que cette cérémonie prend un tour particulier. Elle se situe quelques jours après la terrible épreuve que notre pays a affrontée et aussi après le sursaut collectif formidable dont il a été capable. Comme tous les Français, vous avez été bouleversés par les actes odieux qui ont coûté la vie à 17 personnes. Des journalistes de Charlie Hebdo parce qu'ils étaient journalistes, parce qu'ils étaient libres. Des policiers parce qu'ils les protégeaient, parce qu'ils nous protégeaient. Et puis des juifs parce qu'ils étaient juifs. Comme beaucoup de Français, vous avez voulu vous rassembler pour clamer votre attachement à la liberté d'expression qui ne se négocie pas, qui fait partie de nos valeurs essentielles, de ce que nous sommes, de ce que des générations ont obtenu par leur combat, la liberté. Mais vous êtes rassemblés aussi pour la laïcité, pour les droits de l'homme, pour la dignité, pour la démocratie. Comme tous les Français, vous êtes sortis de cette tragédie à la fois plus forts dans vos convictions et plus déterminés pour les défendre. Parce qu'ici, sur cette terre du Limousin, sur cette terre de Corrèze, on sait ce qu'est la résistance, on sait ce qu'est la mémoire, on sait ce que le fanatisme, l'intolérance et la haine peuvent provoquer. On se souvient de ce que la barbarie a pu commettre d'horreur il y a 70 ans. Samedi et dimanche dernier, vous étiez en Corrèze, plus de 20 000 à marcher. J'allais dire à marcher au milieu des 4 millions de Français qui avaient décidé aussi de répondre ensemble à l'attaque dont la France avait été victime. Parce que dans chaque village, dans chaque ville, c'est la France qui se dressait. C'est la France qui affirmait qu'elle ne céderait jamais à la peur. C'est la France qui déclarait qu'elle ne reculerait pas devant la terreur, qu'elle serait toujours là, la France, debout
est fière. Fière de son idéal, de ce qu'elle défend, de ce qu'elle porte, de ce qui la constitue. Fière aussi du courage des forces de sécurité, policiers et gendarmes. Fière de notre peuple et de sa magnifique dignité quand il se met en marche. Fière de la solidarité internationale qui nous a été témoignée. Voilà ce que signifie le 11 janvier. Nous sommes un seul pays, un seul peuple, une seule France. Une France sans distinction de religion, de croyance, de sensibilité. Une France ardente face à celles et ceux qui veulent nous installer je ne sais quelle guerre de religion en notre sein. Une France dans toute sa diversité dès lors qu'elle sait faire son unité et qu'elle fait de nos différences non pas des séparations, mais une chance. Voilà ce que nous ne devons jamais oublier, jamais. Ne pas oublier les victimes, ne pas oublier non plus les blessés qui sont encore en train de souffrir, meurtris dans leur chair. Ne pas oublier aussi les héros. Les héros, ce sont ceux qui ont sauvé des vies. Je pense à ce jeune Malien qui est venu au secours des otages dans le magasin Hyper Cacher. Ce jeune Malien qui est aujourd'hui un jeune Français, parce qu'il en avait fait la demande et qu'il pouvait y prétendre légitimement. Oui, il y a eu des héros. Je pense aussi à ces otages, à ce chef d'entreprise, Anna Martin Goël, à celui qui était caché et qui communiquait avec les forces de gendarmerie. Oui, il y a des héros. Ce sont ceux qui sont morts, ce sont ceux qui sont vivants et pour lesquels nous devons aussi être nous-mêmes. Ne pas oublier non plus les tensions qui traduisent les séparations, les tentatives, les dérives, les ruptures qui existent dans notre société et qui provoquent des comportements qui sont inadmissibles. Ce sursaut de notre pays, il est aussi un appel à plus de fermeté dans le respect des règles de la République, un appel à plus de fraternité dans nos relations sociales, un appel aussi à plus d'égalité dans la diffusion du savoir, la transmission des connaissances, dans l'apprentissage de la citoyenneté, un appel à plus de République dans l'engagement que chaque citoyen, chaque citoyenne doit mettre au service de la communauté nationale, parce que je ne connais pas d'autre communauté que la communauté nationale. Face aux menaces qui demeurent, la sécurité des Françaises et des Français doit être assurée. Et d'ores et déjà, des mesures ont été prises, avec une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre, et des militaires ont même été déployés, 10 000, pour protéger sur le territoire des lieux symboles de notre République, des écoles, mais aussi des lieux de culte, synagogues, mosquées, voire églises. Il faudra, dans les jours, dans les semaines qui viennent, faire en sorte que soient donnés les moyens de lutter plus efficacement contre la menace terroriste, mais dans le respect de l'état de droit. Et c'est ce que j'aurai à prendre comme décision lors du Conseil des ministres de mercredi prochain. Le gouvernement y travaille autour de Manuel Valls et il y aura des décisions qui seront prises pour renforcer encore nos moyens de renseignement, c'est nécessaire. Nous ne le ferons d'ailleurs pas seuls, avec les Européens et aussi avec tous les partenaires qui contribuent à mieux connaître ces réseaux djihadistes, parce que, ne nous y trompons pas, ce qui s'est produit en France s'est déjà produit ailleurs, et qu'il y a lieu de penser que ce sont des interventions extérieures qui en ont décidé. Alors nous devrons aussi contrôler les déplacements qui peuvent concerner un certain nombre de nos concitoyens, oui, de nos concitoyens, dans les zones de combat. J'avais déjà alerté sur la question des combattants dits étrangers.
1200 ressortissants français sont en Syrie, en Irak. Et en Europe, le chiffre, enfin pour les Européens, le chiffre atteint même 4000. C'est dire si nous devons contrôler les déplacements, toujours dans le respect du droit, mais faire en sorte que nous puissions connaître ceux qui se déplacent et qui peuvent aller combattre, puis ensuite revenir et porter le conflit, y compris sur notre territoire. Nous devons également avoir vis-à-vis d'Internet, toujours dans le respect des libertés, mais aussi une surveillance beaucoup plus ferme et efficace pour que sur un certain nombre de sites, d'abord, ne soient pas proférées des apologies du terrorisme ou du racisme ou de l'antisémitisme, mais aussi que nous puissions surveiller à travers Internet ce qui peut se préparer, y compris contre notre propre liberté. Et puis, nous avons aussi à prendre des mesures sur les prisons. On voit bien qu'elles sont, dans beaucoup de cas, l'occasion de rencontres qui peuvent, avec une propagande djihadiste, provoquer un certain nombre de dérives. Alors c'est de tout cela qu'il faudra parler, mais surtout tout cela qu'il faudra engager. Et j'y veillerai. Mais nous avons, je l'ai dit, une menace qui est à l'extérieur. C'est celle de l'islamisme radical qui frappe en Afrique, au Moyen-Orient, avec une barbarie dont vous avez sans doute été informés. L'est-on suffisamment sur ce qui se passe au Nigeria, avec des femmes qui sont enlevées, des enfants qui sont massacrés, des villages, des villes même qui sont rasées, sur ce qui se produit en Syrie avec tout ce cortège d'horreur et dont nous devons penser qu'il ne concerne pas simplement les populations qui sont hélas victimes, mais que notre propre sécurité est en cause. Alors, j'ai pris des décisions, parfois elles ont été comprises, parfois moins, lorsqu'il a fallu s'engager pour le Mali, s'engager pour le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, où une opération aujourd'hui dite Barkhane mobilise 3000 soldats, s'engager encore récemment par rapport à l'Irak, là où nous n'étions pas allés justement parce que nous considérions il y a plus de 10 ans que ce n'était pas la bonne décision. Mais aujourd'hui, alors qu'il y a cette existence d'un groupe terroriste qui massacre et qui tue, notre responsabilité, c'est de ne pas aller là où nous ne sommes pas d'ailleurs souhaités, mais c'est de pouvoir apporter aux autorités irakiennes le soutien qui était nécessaire et qui est encore nécessaire. Mais l'enjeu va au-delà de la sûreté à laquelle chaque citoyen a droit sur l'ensemble du territoire. L'enjeu, on le voit bien, c'est aussi, après ce qui s'est passé, l'éducation, la lutte contre la déscolarisation, contre les dérives, contre les endoctrinements, contre l'incompréhension même qui peut saisir un certain nombre de jeunes dans nos quartiers. C'est aussi le suivi de ces jeunes quand ils sont les plus exposés à l'embrigadement et à l'endoctrinement. Nous avons donc beaucoup à faire. Et s'il y avait un mot qui devait résumer ce qui doit être fait justement après cette terrible épreuve, mais que nous avons été capables de surmonter parce que nous avons fait face. Oui, s'il y a un mot qui peut résumer ce que nous avons à faire au plus haut niveau de l'État, mais partout dans la société, c'est l'engagement. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire les uns et les autres, les uns avec les autres, pour que nous soyons capables d'être une République pleine et entière? Alors c'est une mobilisation générale qui n'est pas simplement celle sur la sécurité, nécessaire, indispensable pour nous protéger, c'est aussi le mouvement que nous devons donner à notre pays. L'enjeu aussi, c'est de préserver ce qui a fait notre force, c'est-à-dire notre unité. Il ne s'agit pas d'appeler à l'unité pour l'unité. Il y a des clivages qui existent dans notre pays, ils doivent être respectés parce qu'ils sont le fondement de la démocratie, parce que
nos concitoyens ne pensent pas la même chose sur tout. Mais il y a, quand l'enjeu, c'est l'essentiel, quand il s'agit de notre propre avenir, de notre propre nation, il y a ce qui doit nous rassembler. Et là, il faut éviter les mauvaises querelles, les surenchères, les amalgames, et faire que nous soyons au niveau, celui que les Français nous ont indiqué. Et là encore, comme chef de l'État, c'est ma responsabilité d'y veiller. Et si l'on doit continuer de vivre, si la vie doit continuer, parce que ce serait céder à la peur et au terrorisme que de changer nos habitudes, nos modes de vie, nos activités économiques, nos activités associatives, bref, ce qui fait que nous sommes la France. Donc nous devons continuer à vivre comme nous le voulons. La vie doit continuer, mais rien ne sera plus vraiment comme avant ces événements, comme avant le 11 janvier. Nous devons nous hisser pour que nous soyons à la hauteur de l'esprit du 11 janvier. Nous devons poursuivre notre tâche avec ardeur, réformer avec audace, parce qu'il y a encore tant à faire. La croissance à stimuler, l'emploi à créer, la transition énergétique à réussir, le défi numérique à relever, les inégalités sociales, territoriales à réduire. C'est le sens de l'action que j'ai engagée, et notamment sur le plan des territoires. Lorsque je suis venu ici l'année dernière pour également une cérémonie de vœux, la loi sur les métropoles venait d'être votée. 11 métropoles ont été créées depuis. Mais les métropoles, c'est un atout pour notre pays, parce qu'il nous faut des villes fortes, dynamiques. Mais les métropoles ne peuvent pas représenter tout le territoire français, ne peuvent pas absorber toute la richesse française. Alors, j'ai voulu que la réforme territoriale puisse être encore prolongée, poursuivie. On l'a jugé impossible. On me disait que ça avait été tant de fois essayé et tant de fois abandonné. Alors, nous avons tenu bon, là encore, et fait en sorte que l'organisation territoriale de la France puisse être modifiée. 13 régions au lieu de 22. Ce n'est jamais facile de demander à une région, la région Limousin, de s'unir avec deux autres, la région Aquitaine et la région Poitou-Charentes. Et quand on dessine une carte, il y en a toujours qui vous disent qu'il faudrait faire plutôt un autre mariage. Et d'ailleurs, à un moment, la région Limousin a été avec le centre, puis ensuite est revenue avec l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. D'autres, qui sont toujours plus imaginatifs, disaient qu'il fallait que certains départements partent ici, d'autres départements ailleurs. Non, il fallait garder une cohérence. Et donc, après discussion, concertation, vote du Parlement, la loi a été promulguée hier. 13 grandes régions, plus fortes, capables de prendre davantage de décisions et notamment d'investissements. Et puis, nous devons maintenant passer à une autre étape, clarifier les compétences, clarifier aussi les relations entre les collectivités et leur mettre à disposition des ressources dynamiques pour qu'elles puissent s'engager et investir. Aux régions, les compétences en matière de développement économique, de formation, de tourisme, d'aménagement du territoire. Aux départements, les solidarités sociales et territoriales, et notamment dans les départements de l'espace rural. Aux communes et aux intercommunalités, le service de proximité, c'est-à-dire tout ce qui doit être au plus près des citoyens. L'effort de péréquation, c'est-à-dire de justice entre les territoires, sera accentué pour qu'un meilleur équilibre se fasse entre territoires ruraux et territoires urbains, y compris entre les territoires urbains. Une nouvelle impulsion sera donnée aux intercommunalités, qui couvrent maintenant l'ensemble du territoire. Mais là encore, elles doivent davantage, ces intercommunalités, correspondre à des bassins de vie et être un cadre de démocratie locale. L'année 2015 sera l'année de la mise en œuvre de cette réforme, avec au mois de mars les élections départementales, et puis
à la fin de l'année les élections régionales. De nouveaux élus, parfois les mêmes, pourront ainsi agir dans un cadre rénové. En m'adressant à vous, ici à Tulle, en pensant à la région Limousin, en pensant aussi au département de la Corrèze, je m'adresse aussi à tous nos compatriotes qui vivent dans l'espace rural et qui parfois s'interrogent, doutent, expriment un sentiment d'abandon, se posent la question de savoir s'il y a un avenir. C'est d'ailleurs une question que beaucoup de nos concitoyens se posent où qu'ils vivent. Est-ce que nous avons un avenir? Et c'est ce que nous avons démontré ces derniers jours, que non seulement nous avions une histoire, une tradition, des valeurs, que nous avions une force, celle que nous avons dégagée, déployée dans ces derniers jours, capable de nous mettre en face de cette menace, en face de cette agression, mais nous avons un avenir, et un avenir commun. Mais je veux répondre à cette interrogation sur la ruralité. Elle affronte des défis spécifiques, le vieillissement de la population, parfois une perte de population, les chiffres en témoignent, l'éloignement, l'enclavement, et également une perte de substance, quelquefois, sur le plan industriel. Mais il y a aussi tant d'atouts dans la ruralité. D'abord, une agriculture, l'agriculture française qui nous permet de développer une industrie agroalimentaire particulièrement performante. Nous avons également un réseau de services publics auquel les nouvelles technologies donnent une modernité. Nous avons une qualité de vie, un environnement préservé, des associations nombreuses, des élus qui, à travers leur collectivité, expriment une volonté. Voilà les atouts de la ruralité. Mais nous devons avoir une vision et surtout une conception exigeante et en même temps excellente de la ruralité. D'abord en soutenant notre agriculture. J'ai négocié une réforme de la politique agricole commune. C'est jamais facile, à quelques périodes que ça se situe. Mais nous avons fait en sorte que les aides européennes soient davantage dirigées vers les éleveurs, notamment ceux présents dans ce qu'on appelle les zones de montagne, les espaces fragiles. Cela se traduira par une majoration de 20% d'ici à 2020, dans 5 ans, progressivement, des aides directes dont bénéficient les agriculteurs, par exemple du Limousin et de la Corrèze. Les crédits européens pour le développement rural, dont bénéficient finalement pas simplement les agriculteurs, vont augmenter de 60% sur les 5 prochaines années. Cela permettra de moderniser des exploitations, de disposer de matériel plus performant, d'améliorer les conditions de vie, de travail des agriculteurs, mais aussi de financer bon nombre d'investissements dans l'espace rural. Et puis, l'excellence, c'est aussi l'excellence de nos produits, au plan local, au plan international. Et je fais en sorte que les marchés publics puissent être simplifiés pour que les produits locaux soient davantage présents dans l'ensemble des restaurations collectives et que nous puissions avoir des circuits courts qui bénéficient à notre agriculture. À l'étranger, je veille à faciliter l'ouverture de nouveaux marchés, en Chine, en Algérie, en Turquie, pour lever des barrières et pour que nous puissions développer notre agriculture. Je sais ce qui s'est produit, notamment avec la crise en Ukraine, l'embargo russe, ce qu'a généré un certain nombre de décisions, notamment dans le domaine des fruits et légumes et dans l'élevage. C'est pourquoi je me suis rendu aussi en Russie, d'abord pour régler autant qu'il était possible, et c'est encore loin d'avoir trouvé sa solution, la crise ukrainienne, mais aussi pour dire au président russe que nous avons besoin aussi de rétablir la confiance et que s'il y a des sanctions, c'est qu'elles ont des raisons, que nous sommes prêts à les lever avec nos amis européens dès lors qu'il y aura des progrès dans le règlement de la crise ukrainienne, mais qu'il ne peut pas y avoir de conséquences négatives pour l'agriculture française. Je veux aussi insister sur les effets du pacte de responsabilité dans un territoire rural. Vous savez, ces allègements de cotisations sociales, ces baisses de prélèvements, mais aussi crédit impôt compétitivité emploi, ça vaut pour l'ensemble des entreprises, les artisans, les commerçants, les PME, parfois aussi des grands groupes, c'est vrai, et ça vaut pour toute l'agriculture.
Et ça représente, par exemple, rien que pour la Corrèze, près de 5% du revenu agricole. Mais je pense aussi que nous devons avoir une conception plus élevée de la ruralité, de voir ce que nous pouvons lui apporter à travers les défis que nous avons relevés. Chacun sait que la France va accueillir la conférence sur le climat, qu'il y a une transition énergétique, écologique à mener. Est-ce que ça peut avoir des effets positifs sur un territoire comme celui que nous connaissons, les territoires ruraux? Oui, à condition que nous puissions, et ce sera l'objet de la loi sur la transition énergétique, offrir des moyens d'investissement. Je vais prendre quelques exemples. Dans le domaine de l'énergie renouvelable, par exemple sur l'énergie photovoltaïque, sur la zone de la montagne que vous connaissez bien, il y aura un investissement qui va être fait. La ministre de l'écologie va en décider dès lundi, grâce aux textes qui nous ont été présentés et qui permettent de réaliser ce type d'investissement. Un autre exemple, barrage hydroélectrique que nous connaissons bien sur l'ensemble de la vallée de la Dordogne. La loi sur la transition énergétique va permettre que nous puissions prolonger les concessions et ainsi permettre, par exemple, cet investissement tant attendu de Rodona puisse être mené dans les prochaines années, c'est-à-dire le plus vite possible. Donc le territoire, le vôtre, mais d'une manière générale, les territoires ruraux peuvent être partie prenante de la transition énergétique. Excellence des territoires ruraux, c'est également de nouvelles solidarités. Le monde rural n'est pas un monde figé, c'est sans doute un monde où des initiatives, des expérimentations peuvent être menées à bien. Et par exemple, pour la prise en charge du vieillissement, je sais les initiatives du Conseil général de la Corrèze, j'y ai pris ma part, fut un temps, mais pour inventer de nouvelles formes d'accueil pour les personnes âgées dépendantes. Et là aussi, une loi va être votée sur le vieillissement, la dépendance. Et les territoires ruraux seront les premiers destinataires de ce que nous pourrons mettre en œuvre grâce à cette loi, et notamment les nouvelles technologies pour qu'elles soient à la disposition des personnes dépendantes, pour qu'elles puissent vivre en autonomie. C'est le cas aussi pour l'accès aux soins, qui est un sujet majeur. Et je sais ce que ça peut représenter de douter qu'il y aura un médecin encore à proximité et un service d'urgence qui pourra soigner. D'où l'effort que nous avons consenti, qui va être encore accentué dans la loi qui va être bientôt débattue au Parlement sur la santé. Par exemple, les maisons de santé qui vont être encore encouragées. Je voyais qu'il y avait certaines qui étaient inaugurées en ce moment même, pour qu'il y ait un lien entre toutes les professions de santé, pouvant attirer ainsi des jeunes pour venir s'installer et avec un lien avec l'hôpital public. Toutes ces initiatives, elles reposent souvent sur les nouvelles technologies. C'est pourquoi j'ai fait de l'accès au numérique et au très haut débit l'une des priorités. Et dans les contrats de plan entre l'État et les régions actuelles, il va y avoir des crédits importants qui vont être mobilisés, 12 milliards d'euros pour l'ensemble des régions, pour la mobilité, pour l'enseignement supérieur, pour la recherche, pour la transition écologique, pour l'innovation, pour les filières d'avenir. Et dans le Limousin, ça va remonter plus de 200 millions d'euros. Eh bien, ça serait d'ailleurs une des dotations les plus importantes par habitant. Eh bien, là aussi, il y aura une subvention supplémentaire qui viendra du programme des investissements d'avenir pour le numérique. Parce qu'il ne peut pas y avoir de fracture numérique qui s'ajoute à d'autres inégalités. Et que chaque citoyen doit pouvoir, chaque entreprise doit pouvoir disposer de la meilleure technologie, quel que soit l'endroit du territoire où ils vivent. Et puis, il y a certains grands projets d'infrastructure. Tous ne pourront pas être menés à bien. Et qu'il y a aussi à faire des choix. Mais ces projets d'infrastructure peuvent contribuer au développement des territoires. Et c'est la raison pour laquelle le décret de déclaration d'utilité publique de la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges a été signé. C'était une décision attendue depuis tellement longtemps que certains même s'en désespéraient. Elle ouvre la perspective d'une liaison TGV non pas simplement avec Paris, mais avec les autres grandes villes de la future grande région, Bordeaux, Poitiers, Limoges. Reste la question du financement, qui devra être réglée, mais ça prendra sans doute du temps. Mais
c'est la responsabilité aussi des collectivités, avec l'État, avec également la SNCF. Alors, on va attendre encore très longtemps. C'est ça la question que beaucoup se posent, d'où l'enjeu de la modernisation du réseau ferroviaire. Et j'ai, là encore, fait en sorte que à la fois les territoires urbains et les territoires ruraux puissent trouver leur compte et qu'on ne devait pas les opposer. Oui, il va falloir que dans les territoires urbains, on améliore les réseaux de transport. Parce que ce sont des millions de voyageurs qui se déplacent. Et pas forcément avec le confort attendu, avec la sécurité souhaitée. Donc il faut que les investissements aillent aussi là où vivent le plus grand nombre de nos compatriotes. Je suis le président de tous. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des réseaux de transport qui puissent intéresser les territoires ruraux. Le chemin de fer, les cars, puisque ça va être l'objet d'une réforme qui va être bientôt débattue au Parlement, qu'il est déjà, c'est ce qu'on appelle la loi du ministre de l'économie Macron. Mais il faut aussi qu'il y ait une modernisation des grandes lignes, et notamment de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Dois-je rappeler que c'est sur cette ligne-là que s'était produit un terrible accident à Brétigny? Donc il faut moderniser ces lignes. Et le plus vite sera le mieux. C'est la raison pour laquelle 500 millions d'euros seront consacrés d'ici à 2020 à la rénovation de la ligne, permettant d'améliorer la régularité des trajets et de réduire, certes modestement, mais de réduire le temps des déplacements. C'est aussi l'équilibre des territoires, l'égalité. Mais nous avons également des impératifs de gestion, de bonne utilisation des deniers publics. C'est ce que nous avons toujours à arbitrer. L'action publique, c'est toujours un choix entre des priorités multiples. Et ce qui doit compter, c'est la cohésion nationale. Tout ce que nous devons faire doit contribuer à la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est le rassemblement des Français autour de valeurs partagées et respectées. La cohésion nationale, c'est l'équilibre des territoires, c'est que tout citoyen puisse se sentir pleinement dans la communauté nationale, que personne ne puisse dire qu'il est oublié, qu'il est abandonné, qu'il est écarté, parce qu'il ne vivrait pas au bon endroit, parce qu'il n'aurait pas fait le bon parcours, parce qu'il n'aurait pas la bonne origine. Tout citoyen doit être partie prenante du projet collectif. La cohésion nationale, ce sont aussi des services publics. On les a redécouverts, les services publics, encore ces derniers jours. Services publics, police, gendarmerie, services publics de santé, quand il faut apporter tout de suite un soutien, un secours à des personnes qui sont victimes. Service public aussi de l'éducation nationale, parce qu'on se retourne toujours vers l'école en lui demandant de faire parfois ce qu'elle n'est pas forcément obligée de faire. L'instruction, oui, l'éducation nécessairement, mais quand il s'agit d'accompagner des jeunes qui sont délaissés, abandonnés par leur famille, ou qui sont en rupture, alors on demande beaucoup aux enseignants, on demande beaucoup au personnel de l'école. D'où le sens de ma priorité pour l'éducation. Oui, nous avons besoin, là aussi, que l'école républicaine, avec la laïcité comme principe fondateur, puisse agir et puisse préparer les jeunes, toujours la cohésion nationale. Face à une épreuve qui est sans doute l'une des plus tragiques que nous ayons connues ces 50 dernières années, l'attentat le plus lourd en nombre de victimes, en symbole aussi. Face à une épreuve, il y a toujours deux attitudes. Il y a la peur et ceux et celles qui cèdent ou qui utilisent la peur pour que s'installe le repli, la régression et en fait la soumission. Ceux-là même qui évoquent la soumission, qui évoquent l'invasion, la submersion, la subversion, sont ceux-là même souvent qui s'y complaisent, qui veulent une France en petit, une France repliée,
une France recroquevillée sur elle-même. Oui, face à la peur, ça peut être la tentation, l'isolement, la fermeture. Ce ne serait pas la tradition de la France. Ce ne serait pas le message qui a été porté par des millions de nos concitoyens, notamment le 11 janvier. Donc, nous devons en appeler à une autre attitude, celle qui est toujours celle qui a fait avancer la France, qui suppose d'abord de la confiance dans nous-mêmes, dans nos capacités, dans nos atouts, dans nos idées, dans notre histoire, dans notre idéal, qui appelle aussi l'exigence dans nos engagements, dans nos responsabilités. Sans doute aussi une forme de service que nous avons à rendre. Pourquoi ai-je évoqué le service civique ces derniers mois? Pourquoi ai-je dit que tous les jeunes qui pouvaient en faire la demande devraient accéder à un service civique? Parce qu'il y a tant de générosité dans notre pays, tant de volonté de servir les autres pour se mettre plus haut soi-même, qu'il faut répondre à cette demande de citoyenneté. Oui, exigence par rapport à nous. Et enfin, espérance. Parce que nous devons porter une volonté de dépassement, être fidèles à nous-mêmes pour avancer, progresser, réussir. La meilleure réponse que nous pouvons donner après l'épreuve, c'est de continuer à agir, de continuer à avancer, de changer le pays autant qu'il est possible. Voilà les vœux que je voulais former devant vous. Ils sont simples, ils sont forts, ils sont à la mesure de ce que nous avons vécu, de ce que vous avez ressenti. Confiance, exigence, espérance, pour que les Français soient fiers de leur pays, fiers des valeurs qu'ils portent, fiers du message qu'ils livrent partout dans le monde. Et même quand ce message est controversé, contesté, nous tenons bon. Parce que la France, ce n'est pas n'importe quel pays du monde. La France, c'est le pays des libertés. La France, c'est le pays où les droits de l'homme ont été écrits. La France, c'est le pays qui va faire avancer encore les devoirs qui sont les nôtres vis-à-vis de la planète. Alors, c'est sans doute le sentiment que vous avez éprouvé ces derniers jours. À la fois le malheur qui nous frappait, l'épreuve que nous devions affronter, et en même temps, cette fierté, cette belle fierté d'appartenir à la France et à la République. Vive la République et vive la France. On prendra l'antenne après la Marseillaise. Voilà, vous êtes toujours sur France 3 Limousin et France3.fr pour ces vœux du président de la République François Hollande aux Corésiens. C'était à Tulle, des vœux qui ont duré 36 minutes, Christian Moulinard. Donc une intervention particulièrement longue, une intervention d'abord très nationale. Et il ne pouvait pas s'empêcher, c'est normal, vous le voyez maintenant sur ces images, puisqu'il va serrer des mains, il va partager avec les gens qu'il connaît bien, puisque, vous le savez, il a été maire de Tulle, il a été conseiller général, président du conseil général, député de la Corrèze. Donc un discours très national avec
avec une portée nationale suite aux événements du 11 janvier, bien entendu, et le drame de Charlie Hebdo, Christian. Oui, alors il me semble que c'est avant tout un message très présidentiel, dans la mesure que, aussi bien au début qu'à la fin de son intervention, le président de la République a voulu rappeler les enseignements que la nation tout entière devait tirer des événements récents, à la fois pour envisager le passé et peut-être ce qui n'a pas toujours été fait très correctement, mais aussi pour envisager l'avenir. Et puis, bien sûr, comme il était sur son terreau électoral d'origine, eh bien, il a évidemment parlé aussi du Limousin, mais si j'ose dire, c'était en quelque sorte le prétexte. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le lui reprocher. Alors nous sommes ensemble pour environ une demi-heure pour débriefer, pour commenter bien entendu ce qu'a pu dire le président de la République. Nous tenterons de retrouver Mathilde Brazot en direct de Tulle avec peut-être des invités pour là aussi avoir un avis sur ce qu'a pu dire le président de la République. On a bien senti tout de même, Christian Moulinard, qu'il y avait encore cette pression de l'événement parce qu'il a fallu qu'il fasse des choix. Il a fallu, il y a une semaine, tout simplement, qu'il, à un moment donné, puisqu'il est le chef des armées, qu'il dise il faut attaquer, il faut prendre d'assaut et il faut tenter d'empêcher de nuire ces preneurs d'otages. Oui, mais là, c'est la fonction première et la fonction traditionnelle et constitutionnelle aussi. Mais c'est la fonction première d'un président de la République élu au suffrage universel direct dans un système tel que le nôtre. Dans d'autres États, c'est le Premier ministre qui était en première ligne. Là, le Premier ministre était là. Et Dieu sait que l'accord entre le Premier ministre et le président, semble-t-il, était parfait. Mais c'était tout de même le président qui décidait. Alors, chose promise, chose due, nous repartons à Tulle pour retrouver Mathilde. Vous êtes avec un invité, je ne vous vois pas en retour, donc je ne peux pas savoir avec qui vous êtes. Je suis Xavier avec Pascal Coste, le chef de file UMP, le chef du groupe Corrèze Demain au Conseil général. Pascal Coste, tout d'abord un petit mot. Le président de la République a dit que c'était une cérémonie vraiment particulière 15 jours après les attentats. Et puis ici à Tulle, dans cette ville des martyrs, vous aussi vous l'avez vécu comme une cérémonie particulière ? Oui, c'est forcément une cérémonie particulière. Je crois que face à la barbarie, il n'y a pas de mots, mais il y a des attitudes. Et je crois que les Corréziens ont montré leur capacité de se mobiliser. Le président a fort bien exprimé la cohésion nationale. Je crois que ça fait partie de nos valeurs républicaines, chevillées au corps, et particulièrement ici en Corrèze, sur ce territoire de résistance. Alors le président a également longuement parlé du soutien à l'agriculture, qu'il fallait une conception exigence et d'excellence du milieu rural et du soutien notamment de l'élevage. C'est des annonces qui vous ont convaincu et rassuré ? Je crois que le président a négocié la réforme de la PAC avec les organisations professionnelles. Maintenant, il y a la mise en place concrète. Je crois qu'il y a un petit bémol à mettre à certains moments parce que les agriculteurs n'auront pas forcément tout ce qu'ils espéraient, notamment dans les zones de montagne. Mais je crois qu'il y a une évolution en faveur notamment de l'élevage et qui était indispensable. Alors avant la fin de l'année, vous aviez voté une motion au Conseil général qui demandait la modernisation de la ligne POLT et le financement de la LGV. A priori aussi sur ce dossier, vous avez été entendu. Oui, je suis très content qu'on ait été entendu suite notamment à la motion qu'on avait fait adopter au Conseil général qui demandait la DUP sur la LGV pour pouvoir relier au réseau haute vitesse la capitale mais aussi les autres capitales régionales et de l'argent de manière conséquente sur le POLT comme c'est le cas par exemple en PACA, comme c'est le cas à Nantes et dans d'autres régions. Et donc c'était important que le président de la République annonce 500 millions d'euros pour la rénovation du POLT. Donc maintenant, il faut les mettre en place très rapidement pour qu'on ait un véritable accès à la capitale par la ligne Toulouse, Brive, Limoges, Orléans, Paris. Un point sur lequel vous auriez aimé qu'il s'attarde et qu'il n'a pas évoqué ? Je crois que le président a beaucoup parlé de la cohésion sociale, a parlé aussi de la cohésion nationale, mais je pense qu'il aurait pu revenir sur le matraquage fiscal qu'il nous fait subir et surtout sur l'urgence de l'emploi et la nécessité de lutter contre le chômage. Et malheureusement, les réalités nationales reviendront bien vite derrière l'unanimité nationale et la cohésion nationale. Là, il faudra aussi faire preuve de solidarité parce que le combat pour l'emploi, c'est un combat qui sera difficile, celui-là aussi. Pascal Coste, je vous remercie. Écoutez Xavier, ici pour l'instant, François Hollande continue son bain de foule, salle de l'Ozlou. Il devrait y rester un long moment.
Exactement, il a pour habitude d'y rester une demi-heure, trois quarts d'heure. Normalement, son avion pour regagner Paris est prévu à 17h30. Il devrait donc quitter la salle de l'Ozelou vers 17h, grand maximum. Il peut donc encore passer trois quarts d'heure environ avec tous ces gens qu'il connaît. Et il aime bien en plus ce lien social, il aime bien ce respect un petit peu des traditions. Alors il a dit des choses intéressantes, Christian Moulinard, François Hollande, bien entendu, mais il parlait à un moment donné, nous sommes un seul pays. Et en préparant cette émission, je regardais ce qu'il avait pu dire, par exemple, sur les vœux de 1994. Et là, il avait dit « Il n'y a qu'une France et non des Frances qui devraient s'opposer les unes aux autres. Une France qui doit être capable de vivre ensemble en luttant contre les racismes et les antisémitismes. » C'est-à-dire que c'était presque prémonitoire. Cette phrase aurait pu être prononcée évidemment aujourd'hui aussi. Et là aussi, François Hollande est dans son rôle vraiment de président de la République, qui est constitutionnellement le garant de l'unité nationale. Alors peut-être bien que dans la pratique, dans les faits, cette unité ne se réalise pas forcément. Il n'en reste pas moins qu'il ne peut pas tenir un autre discours, singulièrement dans les circonstances actuelles. Alors bien entendu, beaucoup de gens lui ont dit « Mais comment se fait-il que vous veniez à Tulle? Comment se fait-il que vous veniez en Corrèze pour nous présenter vos vœux, en quelque sorte ?» Parce qu'il y avait la crainte d'un attentat, pourquoi pas, même si les services de sécurité, depuis une bonne semaine maintenant, sont sur les dents du côté de Tulle, du côté de la Corrèze. Alors je vous propose d'écouter un micro-trottoir de ce qui a pu être entendu ce matin autour des marchés de Tulle, puisque à deux reprises, et vous le verrez en image tout à l'heure, à deux reprises, le président de la République s'est autorisé un petit bain de foule. Écoutez ce que les gens lui disaient comme ça au débotté. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ça va? Faites attention derrière vous. Voilà, on va pas être tout seul là, il faut faire attention. Bonjour, c'est bon, je suis là. Bonjour, ça va bien? Vous nous avez dit de ne pas avoir peur, mais je vois que vous avez peur. Je n'ai pas peur, il ne faut jamais avoir peur. Mais pourtant, autour de vous, vous êtes Oui, gardés. Gardés, oui. C'est vous qui devez avoir peur ou c'est nous? Non, ni l'un ni l'autre. Pourquoi vous êtes autant entourés, vous qui d'habitude n'êtes pas autant? Oui, mais là, de rien. De rien. Ouais, j'espère pour vous. J'espère, mais enfin. Ouais. Voilà, une petite conversation comme ça sur le marché de Brive. Peut-être d'ailleurs, sur le marché de Tulle, pardon. Peut-être d'ailleurs pourrions-nous revoir des images. Il est arrivé sur les coups de 10 heures environ dans la préfecture corrézienne. Et il a commencé par le marché de la gare pour aller serrer quelques mains avant la cérémonie de remise de médailles. Voilà ces images. Il serre la main à des gens qu'il connaît bien, qu'il rencontré pratiquement tous les samedis lorsqu'il était maire de Tulle, lorsqu'il était conseiller général, puisque comme bon nombre d'hommes politiques, Christian Moulinard, ce n'est pas vous qui me démentirez, comme bon nombre d'hommes politiques avant que de n'être président de la République, eh bien il faut aller sur le terrain et il faut serrer des mains. Ah, il faut aller sur le terrain, il faut serrer des mains. Et là, il y a en quelque sorte une tradition locale, c'est la tradition corrézienne, dont l'un des prédécesseurs du président de la République actuelle, M. Jacques Chirac, s'était montré expert. Exactement. Tout de suite, nous repartons à Tulle, salle de l'Ozelou. Mathilde, vous êtes en compagnie de Gérard Bonnet, le président du Conseil général de la Corrèze, fraîchement médaillé. Exactement, vous n'entendez pas Xavier Riboulet, mais qui disait, Gérard Bonnet, que vous êtes fraîchement médaillé. Vous avez reçu ce midi, des mains du président de la République, la Légion d'honneur. Vous m'avez dit que ça vous a fait un petit pincement au cœur. Ah, ça m'a fait beaucoup d'émotions. Hein. Je pense que cette émotion a été partagée parce que j'ai eu du mal à répondre au président de la République. J'étais très ému. Très ému pourquoi? Parce que c'est une reconnaissance, je pense, du travail qui a été fait par la République. C'est également pour moi, fils de petit paysan aveyronnais, une récompense que je n'aurais jamais cru avoir. Et donc j'ai été très ému et je pense qu'à l'issue de cette carrière, à la fois de fonctionnaire et d'élu, c'est une reconnaissance qui, pour moi et ma famille, nous honore tous. Alors beaucoup d'émotions pour vous, Gérard Bonnet, et puis également une cérémonie des vœux un petit peu particulière forcément cette année. Oui, c'est vrai que c'est une cérémonie des vœux un peu particulière, mais une cérémonie des vœux avec un très beau discours du président de la République, un discours mobilisateur, un discours où il y a eu également un certain nombre d'annonces qui étaient peut-être attendues, des annonces en ce qui concerne
Tout d'abord la réforme territoriale. Bon, la réforme territoriale qui est en cours. Petit clin d'œil d'ailleurs de François Hollande à ceux qui sont toujours en train de dire « Ah, j'aurais préféré être avec un tel ». On se souvient qu'ici en Corrèze, il y avait eu l'union sacrée pour demander le rapprochement avec l'Aquitaine et non pas avec le centre comme initialement prévu d'ailleurs. Oui, c'est vrai, il y a eu une union sacrée. Donc Bernard Combe en avait pris l'initiative et tout le monde, je pense, avait également axé leur démarche dans ce sens-là. Parce que, bon, effectivement, la région Aquitaine me paraît à moi aussi un homme qui est plutôt du sud et du sud-ouest comme étant la région la plus appropriée pour le département de la Corrèze, même si pour la Haute-Corrèze, ça peut être discuté. Mais l'ensemble du réseau hydrographique, l'ensemble, tout ce qui concerne le patrimoine, tout ce qui concerne la langue, nous rapproche beaucoup plus donc, de la région Aquitaine que de la région centre. Et donc vous le disiez, le président est venu avec quelques annonces en matière notamment d'infrastructures et puis d'aide à l'agriculture. Voilà. Il a parlé également pour les collectivités locales. J'y étais très sensible. Il a parlé de péréquation, de nouvelles péréquations à mettre en place. Et là, je pense qu'effectivement, il y a au niveau des collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements ou les communautés d'agglomération ou les communes, la péréquation doit avancer beaucoup plus qu'elle n'avance actuellement. Bon, il a fait également d'autres annonces par rapport à la zone de la montagne, par rapport au champ photovoltaïque de la montagne, puisqu'il a dit que donc, la décision allait être prise la semaine prochaine. Gérard Bonnet, je vous remercie. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez accompagner encore le président? Je vais accompagner le président un petit peu jusqu'à ce qu'il reparte, et puis après, je vais rentrer chez moi. Voilà. Très bien, je vous remercie. Parfait, merci Mathilde. On reste avec vous. N'hésitez pas à nous rappeler avec un certain nombre d'invités. Président Bonnet, président du département de la Corrèze, on a parlé réforme territoriale. Christian, ça c'était très attendu puisque la loi est promulguée depuis hier. Nous sommes donc aujourd'hui, nous ne sommes plus que 13 régions et le Limousin n'existe plus, il faut bien le dire. Alors le Limousin existe encore un peu tant que la réforme n'est pas véritablement entrer en application. Et cette application sera sans doute très progressive. Moi, ce qui m'a frappé dans ce discours du président de la République, c'est certes l'accent mis sur le rôle des régions de manière générale, mais c'est aussi l'accent mis sur le rôle des départements, dont l'existence même ne semble plus du tout menacée, contrairement à ce qu'on avait prévu il y a encore quelques mois. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, et de ce point de vue-là, je rejoins tout à fait le président Bonnet, c'est cet accent mis sur la péréquation. Là aussi, c'est un vaste problème, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, lorsqu'il était président du conseil régional, le président Savy avait mis l'accent sur cette question. Dans les années 2000, et même lorsqu'il était parlementaire entre 1988 et 1993, force est de constater que cette péréquation-là n'a pas beaucoup avancé. Et s'il doit y avoir égalité entre les individus, il faut sans doute aussi qu'il y ait égalité entre les territoires. C'est une question qui sera sans doute très difficile à résoudre. Alors, il faut bien le dire, nous sommes des privilégiés parce qu'on peut encore avoir des images de la salle de Lozlou, là où est en train de se promener le président de la République pour serrer quelques mains et faire des selfies, voilà, des photos avec les gens qui le lui demandent parce qu'en règle générale, il le fait toujours. Alors je dis que nous sommes des privilégiés parce qu'en règle générale, la sécurité ne souhaite pas que les caméras des médias restent ensuite, après un discours comme celui qui vient d'être fait, restent là pour montrer les images à ceux qui les regardent, à vous, donc téléspectateurs et internautes du Limousin pour les téléspectateurs et internautes de la France et du monde entier si vous êtes avec nous pour suivre ces vœux aux Corréziens du président de la République. Donc on le voit, il est en train de continuer à se promener avec un service de sécurité qui est relativement lâche sur le coup. En tout cas, il ne le tient pas à la culotte comme on a pu le voir dimanche dernier sur les Champs-Élysées. Il y a bien entendu, on peut penser, un tout petit peu moins de risque. Donc je vous le disais, nous retrouvons tout de suite à salle de Lozlou à Tulle Mathilde Brazeau, avec Gérard Vandenbroek, le président de la région Limousin.
Alors, Monsieur Van den Broek, qui est à l'instant même en train de s'installer à mes côtés, j'ai dû l'extirper puisqu'il était à côté du président de la République. Je vous remercie d'avoir nous accordé quelques minutes. Le président de la République a bien sûr beaucoup parlé de réforme territoriale, de ses futures grandes régions. Qu'est-ce que vous retenez de son message aujourd'hui? Écoutez, d'abord, je retiens de son message qu'il a écouté les présidents de région et qu'il a effectivement entendu ce que nous lui avons dit. Que nous souhaitons une clarification des compétences, ce qui est en train de se mettre en place, que nous souhaitions que ces grandes régions respectent les territoires d'origine, je l'ai entendu aussi, qu'il y ait le maintien du lien entre les citoyens et les territoires, ce qui me paraît très important, qu'on n'éloigne pas les élus des territoires, ce qui me paraît très important aussi. Et je crois qu'effectivement, on a entendu une vraie clarification de ce qu'est aujourd'hui la réforme territoriale. Finalement, nos citoyens avaient aussi besoin d'entendre cela. Alors François Hollande a aussi rappelé que la déclaration d'utilité publique concernant la LGV avait été prise, c'était dimanche dernier. Il a également dit que pour ce qui était du financement, c'était de la responsabilité des collectivités locales. Vous allez devoir mettre la main au porte-monnaie. Écoutez, ça n'est pas une nouvelle, nous le savions déjà depuis longtemps. Il était important que cette déclaration d'utilité publique soit prise de manière à mettre fin à une succession d'épisodes qui commençaient à être plus que lassants. Donc aujourd'hui, cette déclaration est prise. Nous allons avoir effectivement boucler le financement avec les collectivités, avec l'Europe, avec l'État, il l'a dit aussi, avec l'État, avec la SNCF, avec RFF. Donc c'est un nouveau travail qui s'ouvre devant nous. Une étape est franchie, c'était une étape difficile. Ceux qui aiment le cycliste me diraient que c'était une étape de montagne avec beaucoup de cols. Nous avons aujourd'hui le maillot jaune. Bon, ça ne suffit pas, il faut aller au bout, il faut aller jusqu'à l'arrivée finale. Bien sûr, le travail des collectivités maintenant, c'est ce que nous allons faire très tranquillement, très sereinement, en n'oubliant pas l'autre point qui a été évoqué, c'est que la desserte du territoire, ça passe aussi par la sécurisation et la modernisation de la ligne POLT. Et il l'a dit à demi-mot, les TER également sont là. Nous, ce sont les trois piliers sur lesquels nous développons notre politique territoriale. C'est 500 millions d'euros d'ici 2020, vous comptiez dessus? Mais ces 500 millions d'euros sont déjà engagés, ils sont déjà acquis. Et aujourd'hui, il s'agit de 500 millions d'euros supplémentaires pour des travaux. Simplement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas faire tous les travaux à la fois et que si on engageait aujourd'hui autant de millions d'euros en même temps sur cette ligne, elle ne pourrait plus circuler. Donc on a aussi un véritable problème de calendrier. Il faut qu'il y ait un phasage qui permette aussi au train de continuer. Car imaginez que tous ces travaux se fassent en même temps et qu'on arrête la ligne pendant des mois, ce serait catastrophique. On a l'expérience sur d'autres lignes. Très bien, je vous remercie Monsieur Van den Broek. Merci à vous. Merci. Merci Mathilde. Effectivement, des sommes importantes annoncées quand on parle de 500 millions d'euros. Alors je ne sais pas si le président Van den Broek voit juste sur le coup en disant ce serait 500 millions d'euros de plus. On arriverait tout de même à 1 milliard. Ce serait une demi-ligne LGV entre Poitiers et Limoges. Ça me paraît beaucoup. En tout cas, là, le président a bien dit les choses. Il a dit deux choses importantes. D'abord, oui, la déclaration d'utilité publique a été signée, mais une déclaration d'utilité publique, ça ne veut bien dire que ce que ça veut dire. C'est utile au public. Derrière, il faut assurer le financement, trouver le financement. Et là, avec un petit rictus, un petit sourire, il s'est tourné vers la région, il s'est tourné vers les départements, il s'est tourné vers les collectivités en disant que l'État, bien entendu, pourrait y participer, de même que la SNCF. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, à l'horizon 2025-2030. Oui, c'est effectivement cette question du financement de la LGV qui va falloir résoudre et dans un contexte qui est quand même très différent du contexte connu jusqu'à maintenant. Ce n'est plus seulement le fait de la région Limousin, ce sera le fait de la grande région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Or, on sait bien que par le passé, ni la région Poitou-Charentes ne manifestait pas un enthousiasme extrême à l'égard de cette ligne et que la région d'Aquitaine n'y voyait pas, franchement, une priorité. Et c'est là, sans doute, que la pression, si elle peut exister, que la pression du personnel politique limousin devra être forte pour convaincre la nouvelle région de participer à ce financement de manière suffisante et significative. Et bien sûr que l'État participera sans doute, mais j'observe que le président de la République s'est bien gardé de donner un chiffre, contrairement à ce qu'il a fait à propos de la ligne POLT. C'est bien dire que l'État a fait ce qu'il devait juridiquement. Pour le reste, il faut peut-être que les intéressés
mettent substantiellement la main à la poche. Et puis il y a un deuxième danger, qui est un danger strictement juridique, c'est qu'on semble envisager un recours juridictionnel contre la déclaration d'utilité publique. Alors je sais bien que la jurisprudence du Conseil d'État est très réticente à annuler les décisions portant sur de grandes opérations, mais ce que l'on sait de la préparation de la déclaration d'utilité publique pour la LGV montre bien que on ne peut pas écarter que le juge se prononce défavorablement. Alors, aussi incroyable que cela puisse paraître, la déclaration d'utilité publique a été signée par Ségolène Royal, ancienne présidente de la région Poitou-Charentes, qui n'était pas réellement pour cette liaison entre Poitiers et Limoges. Voilà, les choses évoluent. Oui, mais les Jacobins ministres ne sont pas forcément des ministres jacobins. Et puis là, c'est véritablement et vraisemblablement une décision purement présidentielle. Et comme ça a été dit à d'autres époques, par d'autres présidents, par une autre époque, par un autre président de la République, je décide, elle exécute. Alors, d'un autre côté, on a effectivement aussi parlé de la ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Le président a également dit qu'il serait important, à l'intérieur d'une même région, de pouvoir relier les grandes villes. Et, il est vrai qu'aujourd'hui, pour aller de Limoges à Bordeaux, c'est pas aussi simple que ça. On peut passer par Angoulême d'un côté ou on peut passer par Périgueux de l'autre si on veut prendre le train. Il est presque parfois plus facile d'y aller en voiture, d'autant que, vous le savez, il n'y aurait plus de liaison entre Bordeaux et Lyon via Limoges par le train et que ce pourrait être maintenant par des cars. En tout cas, il va y avoir au sein de cette nouvelle grande région qui va se mettre en place un certain nombre de discussions, de tiraillements. Selon vous, est-ce que la région Limousin, dans cette nouvelle entité, peut exister? Est-ce qu'on peut se faire entendre? Le Limousin que je suis le souhaite, mais éprouve tout de même quelques doutes que je crois raisonnables. Parce que démographiquement, nous ne sommes pas la petite région qui va le plus peser dans la grande. Alors certes, le président de la République a annoncé la péréquation, le président de la République a annoncé qu'aucun territoire ne devrait être négligé, mais je crois que le personnel politique local et toute tendance politique confondue devra véritablement s'affirmer et faire pression pour que les intérêts du Limousin soient sauvegardés dans la nouvelle grande région. Alors, il est 16h30, vous êtes toujours sur France 3 Jean Mouzin. Et France 3.fr. Vous suivez la fin de la cérémonie des vœux du président de la République au territoire, mais aussi et surtout aux Corréziens. Mathilde est encore sur place. Mathilde Brazeau, rédactrice en chef de France 3 Pays de Corrèze, est encore à Tulle, salle de l'Ozlou. Et vous êtes avec un invité, Mathilde. J'ai personne pour l'instant. Personne pour l'instant. Bon, ben ça va arriver, pas de souci. Ça, c'est la problématique du direct. Je vous le disais, il est 16h30. On va peut-être revoir ce qui s'est passé depuis ce matin, parce que depuis 10h, le chef de l'État est à Tulle, le chef de l'État est en Corrèze. Il a commencé tout d'abord par aller sur le marché de la gare, où bien entendu il a serré quelques mains et où il s'est prêté aux échanges, aux discussions. Peut-être pourrait-on revoir ces images. Voilà, il est passé vraiment tout à fait naturellement, sans être complètement pris par la sécurité. Regardez, il a 2 mètres, 3 mètres d'avance sur ses gardes du corps et sur la sécurité qui est toujours là. Donc ça ne pose véritablement pas de problème pour lui. Après sa petite visite au marché de la gare, eh bien, il est allé en préfecture. Et pourquoi est-il allé en préfecture? Tout simplement pour remettre des distinctions, pour remettre des légions d'honneur. Regardez, voilà un selfie. Et les légions d'honneur, vous les avez. Là, il est avec Raymond Frugier, l'ancien maire d'Oradour-sur-Glane, qui avait reçu le président de la République avec le président allemand, M. Gauck, pour marquer ce drame du 10 juin 1944. Il a ensuite remis cette même légion d'honneur à Marc Boisseuil, l'écrivain qui habite son château de Ségur-le-Château et qui avait été, durant de très nombreuses années, le bras droit du couturier Jean-Charles de Castelbajac. Et puis, pour l'image suivante, eh bien, il s'agissait de Jean-Claude Bois-de-Vessy, le délégué régional de la Fondation du patrimoine, qui lui aussi a reçu cette distinction. Il y en a eu plus d'une dizaine en préfecture de Tulle ce matin, et une autre qui a été faite, Christian, et ça peut se comprendre peut-être, qui a été faite donc dans le huis clos du Conseil général. Mathilde, vous avez peut-être trouvé quelqu'un maintenant?
Oui, je suis avec Jean Mouzat, élu Terre de Gauche en Corrèze, également président du MODEF en Corrèze. Jean Mouzat, le président a beaucoup parlé de la ruralité. Est-ce que ces annonces vous ont convaincu? Voilà, alors j'ai été amené pendant l'année écoulée à discuter de la problématique de l'agriculture et à la fois avec le président de la République, mais aussi avec son ministre, M. Le Foll. Donc, il est indéniable que les mesures qui sont annoncées à nouveau par le président aujourd'hui vont dans le bon sens de l'élevage, notamment dans les régions défavorisées comme la nôtre. Cependant, nous, on avait proposé à prime abord, pour la réforme de la PAC, d'aller un peu plus loin. On n'a pas pu obtenir gain de cause et aller jusqu'au bout, mais quand même, on a fait un pas qui mérite d'être souligné et qui l'a relevé aujourd'hui et méritait de l'être. Très bien, Jean Mouzat, je vous remercie pour cette réaction après le discours de François Hollande. Merci beaucoup Mathilde d'avoir passé une partie de cet après-midi en notre compagnie et de nous avoir permis d'avoir un certain nombre de réactions à chaud au discours du président de la République. Christian, 36 minutes de discours, c'est-à-dire 4 minutes de moins seulement que les vœux qu'avait pu présenter le président de la République aux armées. C'était mercredi sur le porte-avions au large de Toulon. Ça veut donc dire qu'il a pris le temps, il a fait le métier, mais il avait plusieurs messages à véhiculer. Messages sur l'unité nationale, sur la réforme territoriale, sur la LGV, sur le POLT. En fait, on l'attendait là-dessus et il y est allé. Oui, et c'est un mélange très habilement fait de considération nationale et de considération locale, de solennité et de familiarité. En ce sens, on retrouve un petit peu ce qu'aurait pu faire le président Chirac dans ce même département de la Corrèze. Et puis aussi, en raison des circonstances, c'est sans doute la volonté du président de la République de marquer, on l'a vu dans sa promenade sur les marchés, de marquer que, en dépit de ces événements, et justement parce qu'il considère qu'en quelque sorte la France est éternelle, eh bien la vie continue, et il semble dire de manière très subtile, il semble dire que l'unité nationale, il faut la souhaiter, mais elle n'aboutira jamais, elle ne peut pas aboutir, elle ne doit pas aboutir à l'unanimité nationale. Les règles démocratiques demeurent, il y aura de nouveau des joutes politiques, des controverses politiques et des discussions, peut-être parfois politiciennes. Mais il faut y travailler à cette unité nationale, ça ne vient pas de soi. Non, mais c'est non seulement l'unité nationale, mais d'une certaine manière la permanence de cette idée même nationale exige le concours de tous, et il a bien souligné que ce ne dépendait pas seulement des autorités de l'État ou des collectivités territoriales, cela dépend de chaque citoyen. Là encore, il est dans son rôle, mais sans doute fallait-il dire la chose. Alors notre retransmission touche à sa fin, il est 16h35, nous sommes toujours en direct de la salle de Lozelou à Tulle où le président de la République François Hollande a donc présenté ses vœux aux Corréziens. Vous le voyez, il y a encore beaucoup de monde. Ce sont des images donc qui n'appartiennent qu'à France 3 Limousin puisque c'est la seule caméra qui est autorisée à rester dans cette salle. Tous les autres médias, les médias nationaux en particulier, ont été priés de sortir pour travailler certes, mais aussi pour laisser une sorte d'intimité au président de la République pour qu'il puisse échanger, parce que c'est aussi l'occasion d'échanger. Christian, on sait, et on a 30 secondes pour le dire, mais on sait que Jacques Chirac adorait ça, mais on sait que François Hollande aime ça aussi, oui. Et que parfois, on vient lui demander quelque chose, une petite faveur. Bien sûr, les aides de camp du président de la République vont partir avec vraisemblablement les poches bourrées de petits papiers, de petites demandes. Cela fait partie, là encore, d'un fonctionnement normal et démocratique des choses. Parfait. Merci à vous, Christian Moulinard, d'avoir passé cet après-midi en notre compagnie. Tout de suite, vos programmes, bien entendu, vont continuer avec les carnets de Julie. Merci à vous tous d'avoir suivi ces vœux du président de la République sur France 3 Limousin et France3.fr. Merci aux équipes techniques de France 3 et en particulier à Emmanuel Camusat qui a tenu cet après-midi à bout de bras. Ce soir, retour sur ces cérémonies dans le journal de 19h. Très bon après-midi sur France 3. Au revoir.